Mon cher neveu Gao, monsieur Abdou Diouf, directeur du lycée d'excellence Cheikh Hamidou Kane, monsieur le maire Talla Sylla, monsieur le préfet, monsieur le gouverneur, chers amis de la bande Fadel Barro, Y'en a marre, chers professeurs du lycée, chers élèves, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Vous me permettrez de commencer par complimenter une fois de plus mon neveu Amadou Diaw pour avoir pensé à m'honorer en demandant mon parrainage pour ce lycée d'excellence installé à Thiès. Amadou, comme le disait tout à l'heure Fadel Barro, est un des hommes politiques, un des hommes africains dont le pays dont ils sont originaires devrait être les plus fiers en raison de la marque indélébile qu'il a imprimée au système éducatif de notre continent. En le réalisant à un âge jeune, c'est son père qui était mon ami, qui avait le même âge que moi. Il est donc de la génération de mes enfants et c'est à ce âge jeune qu'il a créé cet institut d'enseignement qui est l'ISM, qui a enregistré des réalisations modernes, exceptionnelles, à tous les niveaux d'enseignement. Je voudrais le saluer et dire à tous ceux qui sont ici, notamment aux enfants et aux élèves de ce lycée, qu'il est un exemple à suivre pour la qualité de ce qu'il a réalisé et pour la modestie avec laquelle il a fait ça. Je voudrais en second lieu remercier Fadel Barro et le groupe Y'en a marre pour avoir songé à moi pour venir porter témoignage sur Mamadou Dia et pour le faire dans cette ville de Thiès dont il y a plus de 50 ans j'ai été le premier gouverneur de région. J'ai rencontré Mamadou Dia en 1958 à mon retour des études en France. J'étais nommé administrateur de la France d'outre-mer, c'est-à-dire commandant de cercle, comme on le disait pendant le temps colonial, par l'administration française pour venir ici, en AOF, puisqu'on nous affectait sur le territoire de l'AOF. On m'a mis à la disposition du gouverneur général, lequel m'a mis à la disposition du gouverneur du Sénégal, lequel gouverneur du Sénégal m'a mis à la disposition du gouvernement du Sénégal, dirigé par Mamadou Dia. En accord avec Senghor, qui avait été mon professeur à l'École nationale de la France d'outre-mer, Mamadou Dia avait décidé que tous les cadres qui sortiraient de l'enseignement supérieur seraient affectés à Mamadou Dia, au gouvernement d'autonomie interne qu'il dirigeait, et en particulier affectés au ministère du Plan et du Développement que dirigeait Amadou Karim Gaye. Mamadou Dia et Senghor souhaitaient que tous les cadres qui sortiraient participent à l'édification du pays pour préparer ce pays à l'accession à l'indépendance. Et la promotion à laquelle j'appartenais, sortant cette année-là de l'école de la France d'outre-mer, entre autres, comprenait Kéba Mbaye, magistrat, le magistrat Diop, qui était de Saint-Louis, il y avait Babacar Ba, Christian Valentin, entre autres. De tous ceux qui ont été affectés à Mamadou Dia et que celui-ci a affecté au ministère de Karim Gaye, j'ai été le seul à y être resté. Et Mamadou Dia a tenu à ce que nous remplacions les coopérants blancs qui étaient les cadres de ce ministère de Karim Gaye. J'ai été donc collaborateur de Karim Gaye. Mamadou Dia n'a pas cessé de suivre les cadres qui sortaient et de les exhorter à participer à préparer le pays à l'avènement, à l'indépendance. C'est ainsi qu'il nous a affectés, aux côtés des experts français qui venaient assister le gouvernement du Sénégal. L'équipe du Père Lebré nous a affectés à côté de François Pérou, économiste, et il a veillé à ce que nous participions à la définition d'une nouvelle administration, structure administrative, parce que la colonie, le territoire du Sénégal était subdivisé en 28 cercles, lesquels cercles étaient subdivisés en cantons, et Mamadou Dia
Et ça, c'est une organisation militaire. Mamadou Dia a pensé qu'il fallait substituer à cette organisation une organisation qui tienne compte des réalités du pays. C'est ainsi que nous avons subdivisé le pays, nous avons fait une enquête, subdivisé le pays. À la place des cercles, nous avons mis des arrondissements. Il a tenu à ce que nous ayons des zones homogènes de développement, des régions homogènes de développement. Et en même temps, nous avons entrepris la formulation d'un plan de développement économique et social de 4 ans qui prendrait acte du niveau de développement auquel la colonisation nous avait hissé. Quel était le taux de scolarisation, quel était le taux de couverture de santé. Pour, à partir de ce constat, cet état des lieux, proposer des étapes à atteindre par une planification économique et sociale rigoureuse. Après que nous ayons fini de préparer le plan et la réforme administrative et territoriale, on n'a pas voulu appliquer tout ça de même coup sur l'ensemble du territoire. On a décidé de choisir une région pilote, qui était la région de Thiès, sur les 7 régions homogènes de développement. Et j'ai été désigné comme gouverneur par Mamadou Dia et Senghor pour appliquer la nouvelle politique dans cette région de Thiès. À l'issue de cela, j'ai été choisi par Mamadou Dia et Senghor pour être le commissaire général au plan, pour venir appliquer au niveau national en tant que ministre les politiques économiques que nous avions définies. Et je suis donc resté dans le gouvernement, d'abord comme commissaire au plan, ensuite comme ministre du plan, jusqu'en décembre 1962. J'ai observé Mamadou Dia, même avant que je ne revienne de France et que je m'occupe les positions auxquelles il m'a affecté. Et je voudrais vous entretenir aujourd'hui de quelques épisodes remarquables de la gouvernance sans concession de Mamadou Dia, premier chef du gouvernement du Sénégal. Je retiendrai 5 épisodes notables pour le proposer à votre méditation. Je remercie donc Fadel Barro qui, de la part du groupe Y en a marre, m'a dit souhaiter que je rencontre des jeunes pour leur parler de quelques épisodes mémorables de la gouvernance sans concession de Mamadou Dia, premier chef de gouvernement de notre pays. Tout au long de son parcours, de la période dite de l'autonomie interne à l'indépendance et jusqu'en décembre 1962, Mamadou Dia n'a pas cessé de mettre en jeu son pouvoir, sa présence à la tête du pays, pour faire prévaloir ce qu'il croyait être le bien, faire prévaloir l'intérêt général sur les intérêts particuliers, les factions, sur les groupes, sur les féodalités. Je retiens donc 5 exemples. Le premier, c'est celui qu'il a opposé à un groupe politique important et puissant, qui est celui des citoyens de Saint-Louis. Mamadou Dia, pour des raisons qu'il était un des rares à connaître, avait pensé préférable de transférer la capitale du Sénégal à Dakar, au lieu de la maintenir à Saint-Louis, Saint-Louis qui était la capitale de l'AOF d'abord, et ensuite du Sénégal. Les Ndar, qui étaient les premiers hommes politiques du Sénégal, ont mal apprécié cette décision de Mamadou Dia. Il semble que Mamadou Dia et Senghor craignaient que des intérêts de la collectivité Lébou associés à des pressions françaises ne veuillent édifier Dakar dans une espèce de régime sécessionniste. Et pour empêcher ça, il a pensé qu'il fallait déplacer la capitale du Sénégal à Dakar. Ce que les Saint-Louisiens ont très mal pris. Il lui fallait du courage pour mener cette opération à terme. Il l'a pris sans hésiter, malgré la réprobation des Saint-Louisiens et de nombreux groupes au Sénégal. Ça a été un des premiers exemples où il a pris une décision qu'il croyait être dans le bien du pays, même si, en prenant cette décision, il risquait de se mettre à dos des groupes importants, notamment celui des citoyens de Saint-Louis et des 4 communes. Il a pris cette action de détermination. Peut-être qu'on retrouvera des séquelles, des conséquences de cette action dans la constitution des groupes qui se sont progressivement constitués contre Mamadou Dia dans l'avenir. Le deuxième exemple, c'est celui du bras de fer qu'il a engagé
avec les syndicats. Pendant la période coloniale, le Sénégal est un des pays où s'était développée une activité politique très avancée, avec des partis d'opposition qui militaient contre la colonisation, et aussi une activité syndicale très vive. D'autant plus que Dakar et le Sénégal étaient la capitale de l'Afrique occidentale française. Et donc, des mouvements syndicaux sénégalais ont essaimé, et il y a eu un mouvement syndical des cheminots basé ici à Thiès, dirigé par de nos illustres compatriotes Ibrahima Sarr, qui ont mené un combat dur contre le gouvernement général pour la régie des chemins de fer de l'Afrique occidentale française. Il y a eu, je crois, une lutte qui a duré plus de 6 ou 7 mois, à l'issue de laquelle les syndicalistes regroupés autour de Sarr l'ont emporté et ont imposé leurs revendications au gouvernement général qui était puissant à l'époque. À l'indépendance, survenue après cet épisode, le mouvement syndical propre au Sénégal a continué d'être très combatif, très actif, et il n'a pas tardé à exprimer des revendications que le chef du gouvernement du Sénégal, qui était Mamadou Dia, a trouvé excessives, qui risquaient de compromettre sa politique économique, grève des instituteurs, grève des services de santé, ainsi de suite. Après avoir négocié avec eux très longuement, Mamadou Dia a cru devoir et pouvoir sévir en raison de ce qu'il pensait que cette grève incessante risquait de compromettre la politique économique et sociale qu'il envisageait, qu'il avait définie et qu'il mettait en œuvre. Et après des négociations longues, dans lesquelles sont intervenus les marabouts, les notabilités, etc., Mamadou Dia a tranché et a arrêté ces grèves, et il a révoqué et fait licencier une bonne partie des dirigeants. Ce qui était aussi une action courageuse, mais périlleuse pour lui. Mais pensant que le bien du pays, après notre séparation avec le colonisateur, était de construire le pays, il a passé outre, et en risquant de se mettre à dos les syndicalistes, il a décidé de prendre ses décisions. Et le mouvement syndical en a pris un coup. Mais Mamadou Dia pensait que l'intérêt supérieur du pays était de limiter ses revendications sociales, syndicales, au bénéfice de l'édification de sa politique économique dans ce pays. Troisième combat dans lequel il s'est engagé, celui du démantèlement du système de l'économie de traite. L'économie, la culture de rente unique quasiment du Sénégal était l'arachide, introduite au Sénégal par les Français. Il s'est développé une production d'arachide dans toute la région ouest et centre du pays. Arachide cultivé de façon très manuelle. Les paysans avaient des hilaires, des houes. Ils avaient de petits morceaux de champs, et ils devaient cultiver pendant les 3 mois d'hivernage ce qu'il faut pour vivre, se nourrir pour 9 mois. Et il s'est établi entre eux, les cultivateurs, et les commerçants, pour la plupart à l'époque des Libano-Syriens installés dans l'intérieur, dans la brousse, mais aussi des traitants noirs, commerçants, mais également les grandes maisons de commerce de Bordeaux, de Marseille, Chemin, Morel-et-Prom, etc., installés à l'intérieur. Voilà comment fonctionnait le système. Pendant 5 ou 6 mois de saison sèche, le paysan se nourrissait de ce qui restait de sa récolte, mais il s'endettait auprès des commerçants, notamment à partir de la période de soudure, quand il n'y avait plus suffisamment de réserves. Il empruntait de l'argent pour acheter des hilaires, des houes, du matériel agricole. Il empruntait de l'argent à ses commerçants pour les événements familiaux, lorsqu'il y avait des mariages, des baptêmes. Et les commerçants noirs, traitants, libano-syriens ou les grandes maisons de commerce leur fournissaient tout ça. Et
noter les montants prêtés, de sorte que, à la récolte, le cultivateur apportait sa récolte, ses chargements d'arachide, et les livrait aux commerçants. Le cultivateur ne savait ni lire ni écrire. Il ne savait pas contrôler le poids de ce qu'il livrait à ses commerçants. Les commerçants lui facturaient ce qu'ils voulaient, prélevaient ce qu'ils estimaient que le paysan leur devait. Au bout du compte, il ne restait au paysan, quand il a donné sa récolte, que très peu de choses pour vivre les 9 mois suivants. C'était un véritable système d'exploitation, reposant sur la pauvreté, sur l'ignorance des paysans. Mamadou Dia a décidé de mettre un terme à ça. Pour ça, entre autres, il a créé le mouvement coopératif, appuyé et assuré par un mouvement d'animation rurale, qui était un mouvement de conscientisation des populations, animation rurale et animation urbaine, où il y avait des animateurs sociaux, des enseignants en particulier, des agriculteurs. Et il a décidé de créer des coopératives, d'abord des coopératives de production, de commercialisation de l'arachide. Il a recruté des gens pour organiser les cultivateurs et ensuite il a créé une banque de développement qui progressivement devait financer les paysans, prêter aux paysans l'argent qu'ils empruntaient habituellement aux urbanos-syriens et aux commerçants, des maisons de commerce de traite, et de sorte que, à partir de ce moment-là, quand le paysan apportait sa récolte, il pouvait l'apporter à la coopérative. Là, on avait formé les paysans, on leur avait appris à vérifier la qualité de la pesée, à vérifier ce qu'on leur payait, ce qu'on prélevait de ce qu'ils devaient recevoir. Et au moment où on pesait la récolte du paysan, souvent, on lui disait qu'il y avait une quantité de déchets qui était supérieure à la qualité réelle de déchets, de sorte qu'il ne recevait que très peu de choses de sa récolte. Le mouvement coopératif s'est bien développé aux grandes dames de ceux qui tiraient profit du système de traite, c'est-à-dire aux grandes dames non seulement des commerçants, des traitants, notamment des maisons de commerce qui, au bout du compte, les maisons de commerce françaises qui, au bout du compte, collectaient la récolte pour la livrer aux usines françaises, productrices d'huile. Progressivement, les coopératives ont commencé à gagner sur le système de traite. Donc au grand détriment de ces commerçants, des traitants africains, au grand détriment du gardien des intérêts commerciaux français au Sénégal, notamment la Chambre de commerce de Dakar. Mamadou Dia a mené cette politique avec détermination, malgré tout ce qui a été fait pour le décourager. La mobilisation des forces religieuses en particulier. On a entrepris de le brouiller avec les grandes familles maraboutiques. Et donc, malgré tout, au bout de 2 ans d'existence, le système coopératif a récolté un quart de la récolte totale d'arachide du Sénégal. Ce qui a poussé les gens à comprendre, ses adversaires à comprendre qu'il fallait qu'ils se mobilisent contre lui de façon déterminée, parce que sinon, ça va être la mort du commerce de traite de l'arachide. Ensuite, je citerai un épisode marquant de ce combat pour le démantèlement du commerce de traite de l'arachide. Il s'agit d'un événement qui s'est produit en octobre 1962. Mamadou Dia, très préoccupé par l'agriculture, notamment l'agriculture arachidière, avait l'habitude chaque année en octobre, au moment des récoltes, de faire une tournée économique. Il visitait toutes les régions productrices d'arachide, prévenait les notabilités, les paysans, les chefs coutumiers, et s'arrêtait dans une dizaine ou une quinzaine de localités de la région arachidière pour s'y entretenir avec les paysans, mais aussi avec les commerçants, mais aussi avec les notabilités religieuses. Cette année, en octobre 1962, il a instruit les gouverneurs et préfets pour l'accompagner dans cette tournée économique. Et
nous sommes arrivés, alors il a préparé cette tournée avec ses ministres, le ministre de l'Agriculture, le ministre du Plan, le ministre des Finances, le ministre du Commerce, et nous avons informé les autorités que nous allions arriver dans la région de Diourbel, et quand nous sommes entrés dans la région de Diourbel, nous avons visité 3 ou 4 marabouts mourides, et ceux-là nous ont mis en garde en nous disant yéen a ngi dem Touba ñu ngi leen di ñaan lu ngeen di fi mën dégg na ngeen ñëw ci il faut nous excuser et nous pardonner. Jéggal. Hein? Jéggal. Jéggal. Lu ngeen di fi mën ci dégg mu leen di déjà ça nous a un peu préoccupé. Quand nous sommes arrivés à quelques kilomètres de Touba, il y a une délégation qui est venue nous intercepter. Une délégation nous a interceptés pour nous dire de la part du calife, c'était une femme de Mbacké, que quand nous arrivions à Touba, que nous nous rendions directement à la place publique où le meeting devait se tenir. Ça nous a un peu surpris, mais bon, on a suivi cette délégation. Et nous sommes en effet arrivés à la place publique, remplie noir de monde, marabouts, politiciens, etc., dont quelques ministres venaient de Dakar pour nous rejoindre là. Nous arrivons et on monte sur la tribune, on s'installe. Le calife n'était pas là. Son secrétaire, je crois qu'il s'appelait Dramé Mbacké, nous accueille de la part du calife et nous dit de bien nous installer. On finit de nous installer et le calife arrive, monte à la tribune, nous salue courtoisement et s'assoit. À ce moment-là, son secrétaire, en porte-parole, se lève et tient un langage qui a surpris, qui nous a beaucoup surpris. Il dit, le calife a appris qu'entre vous, Mamadou Dia et Senghor, l'entente ne régnerait plus, comme par le passé. Le calife vous prévient que si c'est le cas, lui il est du côté de Senghor et pas du vôtre. Il dit, le calife a appris que vous avez l'intention de convoquer les marabouts du Sénégal pour vous rencontrer à Dakar pour discuter des affaires du pays. Le calife nous informe que si c'est vrai, lui, en tout cas, ne sera pas à Dakar, ainsi de suite. Des propos vraiment très, très inquiétants, surtout pour qui connaît le tempérament de Mamadou Dia. Il aurait pu en résulter un événement grave, il aurait pu, selon son tempérament, prendre des mesures de restriction de liberté du calife, etc. Nous aurons la preuve par la suite que tout ceci avait été orchestré par des adversaires que Mamadou Dia s'était suscité, notamment chez quelques marabouts et chez les commerçants, chez les notabilités, qui avaient voulu le provoquer de manière à lui faire une faute publique dans leur stratégie pour le discréditer et l'enlever de la tête du gouvernement. Dieu merci, il a fait montre de beaucoup de sang-froid. Et quand le secrétaire du calife a fini de parler, il s'est levé très calmement, saluer le calife, saluer l'assistance, et il dit au calife, on a brisé une tradition. li ñu daan def bu ma fi ñëwee dag ma doon gàttalu ci sa biir kër ñu toog waxtaan ma war la li ma indi nga war ma la ci sa xalaat ñu soog a génn wane ko wóllëre boobu nekkoon ci suñu diggante tey am na ku ko yàq sant naa yàlla budul man yow yaa ko yàq yaa yàq wóllëre boobu nga ni it ni dégg nga déggootuma ak Senghor te loolu bu dee dëgg ak may xamal ni yow Senghor nga àndal wante àndal ak man mu ne waaw loolu naqari na ma mais mënu ma ci dara mais ci yi nga wax yëpp li ma ci gën a naqari moo di dégg nga ni man chef du gouvernement dinaa woo sëriñ si pour ñu waxtaan Ndakaaru suñu mbiru affaire bu réew nga ni yow doo fa ñëw bu leen dee dëgg yow doo ñëw man nag loolu jaaxal na ma xam naa fàttaliku naa commandant de cercle tubaab bu nekk Diourbel bu leen woowoon
yéen service yëpp da ngeen di daw wuyu su ko man mii di commandant réew mi yëpp nga ni bu ma la wooyee doo ñëw doo wuyu si. waaw lan nga yàpp deret bu ñu bokk te nga bokkuloo ko woon ak tubaab bi. wala diine bu ñu bokk te bokkuloo ko woon ak tubaab bi. nga ni man mi bokk ak yow deret boobu ak diine boobu bu ma la wooyee pour waxtaan ak yow doo wuyu si. man de loolu jaaxal na. man nag yàlla ñu yàlla dimbali. Puis il descend. Toute la délégation descend. Et on se met en position pour sortir de Touba. En chemin, je crois que c'est Joseph Mbaye ou Guy Habert qui a fait arrêter la procession et pour venir dire à Mamadou Dia, il ne faut pas que nous partions, parce que ça risque d'être très mal interprété. Et comme il était prévu que nous devions dormir ici, chez le Khalif, restons, dormons, et demain continuons notre tournée. Effectivement, il nous a convaincus, nous sommes retournés à la maison du Khalif, où en effet on avait tout apprêté pour qu'on dorme là. On était vraiment un peu étonnés de cette situation. Et le lendemain matin, on nous sert à déjeuner et le Khalif vient nous trouver et nous salue avec beaucoup de courtoisie. Et Mamadou Dia lui dit, ah, c'est une demandée. Li fi xew def ma xaw a jaaxal tuuti mais nag amuma jot pour que ñu waxtaan ci. maa ngi continuer sama tournée mais bu jeexee boo bëggee naa dellu si fii ñu waxtaan. Xalif ñu ni man de Fallou de waxul lu génn ci làmmiñam. Fallou de waxul lu génn ci làmmiñam. Alors que ce jour-là il n'avait pas ouvert la bouche. C'est son interprète qui avait parlé. Il voulait nous prévenir par là que c'était une espèce de conjuration qui s'était déroulée autour de lui et qui impliquait, comme c'est souvent le cas, leur porte-parole, etc. Nous aurons la preuve de ça plus tard. En particulier, l'implication de certains hommes politiques, y compris des membres de son gouvernement, pour préparer cette rupture avec Fadilou et les Voudis, pour leur intérêt personnel. Nous aurons des preuves de cela plus tard, y compris des enregistrements de radio que la radio nationale avait fait sur les conversations entre certains ministres et certains hommes politiques. À l'occasion du retour de ces ministres ou de ces hommes politiques, de leur retour de voyage, les journalistes de la radio sont venus recueillir le compte-rendu qu'ils faisaient. Et après, quelques journalistes n'ont pas éteint leur radio lorsqu'ils ont fini. Ils ont continué d'enregistrer les bavardages entre les gens et on a bien vu un peu la conversation entre deux personnalités qui parlaient de ce futur voyage de Mamadou Dia chez le Khalif des Mourides et qui préparait ces choses-là. Voilà, ça c'est le 4e épisode de gouvernance de Mamadou Dia qui a participé à la montée de l'adversité contre Mamadou Dia. J'en arrive au dernier épisode, au combat final pour lui, Mamadou Dia, qui s'est déroulé au sein des clans de son parti au pouvoir. Combat final résumé de toutes les rivalités qui se sont accumulées durant cette gouvernance de fer de Mamadou Dia. En décembre 1962, les mesures qu'il crut devoir prendre, qu'il crut devoir et pouvoir prendre pour mettre un terme à un conflit au sommet du parti au pouvoir, lui valurent d'être arrêté, jugé et condamné à vie dans une enceinte fortifiée avec un certain nombre de ses partisans. L'ensemble des adversaires, des adversités qu'il avait suscitées, notamment à l'occasion de ces 4 ou 5 épisodes, avaient fini par constituer au sein de son propre gouvernement, de son propre parti, des groupes qui lui étaient hostiles, qui n'acceptaient pas sa rigueur, sa droiture, sa fermeté et qui ont comploté de déposer une motion de censure contre sa politique à l'Assemblée nationale. Le débat a enflé au sein du parti et on en est arrivé à savoir décider s'il fallait accepter, oui ou non, que les députés déposent une motion de censure contre Mamadou Dia. Mamadou Dia a dit qu'il acceptait qu'on dépose une motion de censure contre lui après en avoir discuté au sein du parti. S'il apporte ses arguments,
et que ses adversaires apportent leurs arguments et que le parti décide de déposer une motion de censure contre sa politique. S'ils ont posé ça, il était d'accord. Mais qu'on ne peut pas déposer une motion de censure sans en avoir au préalable discuté au sein du parti. Senghor lui a dit, l'a assuré qu'il était d'accord avec lui sur ça, qu'il fallait que le parti discute de cela. Du reste, une date a été retenue, le 17 décembre, pour qu'il y ait une conférence, un conseil national du parti, que Mamadou Dia présente sa politique et que les députés et le parti décident si oui ou non cette politique doit être censurée ou pas. Bon, les tractations ont continué et finalement, Mamadou Dia a décidé, les autres ont décidé de tenir la réunion à l'Assemblée sans que le conseil du parti se réunisse. Et Mamadou Dia a décidé de s'opposer à ça par la force. C'est ce qui a fait que ses adversaires politiques dans l'Assemblée ont décidé de réunir l'Assemblée. Et Mamadou Dia, en tant que ministre de la Défense, a envoyé la gendarmerie et l'armée pour empêcher les députés de se réunir. Ce qui était une faute, objectivement. Et quand ils ont dispersé la réunion à l'Assemblée, 5 députés ont été arrêtés et l'ensemble de l'Assemblée est allé se réunir chez son président, Lamine Gueye. Et on a dit que Mamadou Dia avait perpétré un coup d'État en empêchant les députés de se réunir. Et on a dit qu'il avait perpétré un coup d'État et pour cette raison, il a été jugé et condamné d'une peine très sévère. Peine qu'il a purgée, et lui-même et ceux qu'on appelait ses partisans ont été très sévèrement poursuivis, mais ensuite, quelques années après, il a été libéré grâce à l'intercession de beaucoup d'amis qu'il avait au Sénégal et ailleurs. Voilà, je voulais vous donner cet exemple de la gouvernance de Mamadou Dia, remarquable par son courage, par sa rigueur, et c'est un peu ce que nous souhaiterions voir nos hommes politiques avoir comme attitude dans la défense de l'intérêt public, dans le courage qu'ils doivent avoir pour défendre les principes, malgré ce que peuvent être leurs ambitions. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, professeur.